Au sommaire de cette édition, le chef du département du tourisme est en tournée au sud du pays. Le ministre Patale Géo va à la rencontre des acteurs de l'industrie touristique. Cette tournée constitue la première étape d'une importante démarche de consultation en vue d'élaborer une stratégie pour faire décoller le secteur. Baccalauréat de l'enseignement du second degré session d'août 2020, 87 500 candidats, toutes séries confondues, vont composer les épreuves à partir de demain. Dans les centres d'examen, tout est fait en prêt pour démarrer effectivement la composition demain sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Tchad. Vous suivez le journal et vous faites bien. Le baccalauréat de l'enseignement du second degré, la composition, c'est à partir de demain, 17 juillet 2020. Ils sont près de 88 000 candidats à composer les épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Les conditions sont un peu spéciales. Comment va se dérouler l'examen? Quelles sont les innovations? Ces questions, nous les avons préparées à l'intention de professeur Bianzebe Tikri. Il est le président du jury du baccalauréat session d'août 2020. Ces questions d'ailleurs et beaucoup d'autres encore à notre invité de ce soir. Professeur Tikri, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adou. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes. D'accord, merci. Merci, à tout à l'heure. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Patale Géo est en tournée dans la partie méridionale du pays. Première étape de cette descente de terrain, la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi, est sur place. Le ministre a visité quelques structures sous tutelle de son département. Objectif, s'enquérir de leur fonctionnement. Yann Mouibé est dans la suite du ministre, son reportage. À Bongor, première étape de cette série d'émissions, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Patale Géo est accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Bachar Ali Suleiman. Un accueil suivi d'un bref entretien au gouvernorat. Le ministre et le gouverneur ont ensuite visité les structures sous tutelle. Ils se sont rendus au CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle, à la Maison de la Culture, puis à l'antenne provinciale de l'ONPT1, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. Une visite qui a permis au ministre Patale Géo d'avoir une idée précise du fonctionnement de ces structures. Après ce constat, les responsables des entités visitées se sont retrouvés autour du ministre pour une séance de travail. Une occasion pour eux d'exprimer leurs préoccupations qui sont presque identiques. Il s'agit principalement du manque de local, de mobilier et des moyens roulants. Le CLAC et la Maison de la Culture, par exemple, partagent le même local. Pour le cas, le ministre a suggéré au gouverneur l'octroi d'un terrain pour la construction d'une maison de la culture digne de ce nom. Le directeur de l'hôtel moderne de Bongor, de son côté, relève que l'établissement dont il a la gestion éprouve d'énormes difficultés car très peu fréquenté depuis 2016. En réponse, voici ce que le ministre conseille. Développer des stratégies, développer des activités génératrices de revenus pour faire fonctionner nos structures. Nous allons relancer les activités de ce secteur et ce secteur va devenir un secteur prioritaire demain. Pour sa première sortie hors de la capitale depuis sa prise de fonction, le ministre Patale Géo est accompagné du coordonnateur général de l'ONPTA Abakar Rositeguil, du directeur général de la Société nationale d'exploitation hôtelière Mahmoud Younous et du coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Arnaud Djingamadji, tous au cadre des institutions sous tutelle du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Merci Yann Mouibé. On apprend que la délégation se trouve présentement à Sar, dans le Moyen-Chari. Nommé le 27 juillet dernier, le nouveau gouverneur du Mandoul a pris officiellement service. Diamra Betolngar a été installé dans ses fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Gundoul Vikama, au cours d'une cérémonie qui a vu la présence des chefs des services déconcentrés de l'État. Ditingué Félix. Par décret 1594, par terre,
Bar Matseya, Bar 2020, le 27 juillet 2020, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, nomme Madame Diamra Betonga, que j'ai l'honneur de vous présenter ici, gouverneur de la province du Mandoul. Présentant la carte postale de la province du Mandoul, le secrétaire général, par ailleurs gouverneur intérimaire, Oumarou Sandamakache III, a abordé plusieurs domaines en termes de défis à relever et de perspectives d'avenir pour un développement multisectoriel que son successeur doit parachever. Installant officiellement le nouveau gouverneur dans ses fonctions, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Gondoul Vikaman, a déclaré que l'administration d'un pays constitue dans tout État moderne la plus importante structure dont le bon fonctionnement emballe tout progrès économique, social et culturel. Madame Diamra Betonga entend mener des actions concertées avec le concours de toutes les couches socio-professionnelles contre les conflits éleveurs agriculteurs, l'insécurité et la traite des personnes. Il est temps de retrouver notre invité de ce soir, le professeur, le président du jury du baccalauréat session d'août 2020, professeur Bianzebe Tikri est installé. Merci encore, monsieur le président du jury. On va d'abord prendre le pouls du bac dans quelques centres d'examen de la ville de N'Djamena avant de revenir pour échanger. Merci. Plus que quelques heures et les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020, entameront les premières épreuves écrites de l'examen. Dans les différents centres de la capitale, candidats et examinateurs se côtoient. Les élèves cherchent à connaître leur salle et leur table banc, tandis que les examinateurs peaufinent les préparatifs à travers la numérotation des tables bancs et les réunions pour passer les dernières consignes, comme c'est le cas ici au centre d'examen Amit Djongo, qui fait partie des 12 nouveaux centres créés cette année pour décongestionner les salles d'examen. Nous avons tenu une réunion avec les gens de surveillance. Nous leur avons donné toutes les consignes. Pour faire le contrôle, il faut que tout un chacun soit à l'heure, à 6 h du matin. Règles, mesures, barrières seront respectées, appliquées strictement. Certes, sur les tables bancs, l'on constate qu'il y a les numéros de 3 candidats. Cependant, les dispositions sont prises pour que ceux-ci ne se trouvent pas tous au même moment sur le table banc. Le bac 2020 est un bac pas comme les autres par rapport à la situation que nous traversons. Et donc le système n'est pas comme le système des années précédentes. C'est pourquoi nous avons 3 candidats sur la même table. L'examen est alternatif. Ce n'est pas tous les candidats qui viennent le même jour. Donc le premier jour, ça veut dire que 2 candidats peuvent se retrouver sur la table pendant que l'autre attend le jour suivant. Les responsables des centres d'examen qui mettent un accent particulier sur le respect des mesures barrières pour éviter toute contamination de la maladie à coronavirus demandent aux candidats de se munir de masques. Le pouls du bac dans les centres d'examen, c'était un reportage de Kadnouba Théophile. Professeur, nous sommes à la veille des épreuves. Vous confirmez ou vous infirmez que tout est fait en prêt pour accueillir les candidats demain à la première heure? Je peux ici confirmer que tout est fait prêt. Les présidents de centre sont bien arrivés à destination. Ils ont organisé des réunions, ils ont matérialisé des centres comme le reportage vient de le montrer. Tout est fait prêt. Nous attendons que le jour de demain. Et les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale vont lancer officiellement ce bac demain aux environs de 8 h. Comment le bac de cette année va se dérouler? Vous voyez, le bac cette année, surtout cette crise sanitaire nous a amené vraiment à changer notre manière d'organiser le bac. Vous voyez, dans le reportage, nous sommes obligés, pour respecter les mesures barrières, nous sommes obligés d'augmenter le nombre de centres. De 94 centres l'année dernière, nous sommes passés à
à 124 centres, ça fait 30 centres de plus. Et nous sommes obligés également de ne pas faire venir tous les candidats à la fois le même jour. Nous avons pensé faire venir 50% des candidats un jour et 50% l'autre jour, mais malheureusement, les candidats A4 sont même à elles seules plus de 60% des candidats. Donc c'est pourquoi, pour respecter également les mesures barrières, la distance physique entre les candidats, nous sommes obligés de faire venir les candidats autres que A4 le lundi, mercredi et vendredi, et les candidats de série A4 viendront le mardi, jeudi et vendredi. Et là, le reportage l'a montré également. Ce sont les innovations du bac de cette année? Oui, en tout cas, c'est des innovations, je peux dire, imposées par la crise sanitaire. Est-ce que ça ne va pas un petit peu perturber les candidats? Non, je ne crois pas. Je crois que ces candidats ont un jour pour réviser les matières qui vont composer le jour suivant. Moi, je crois qu'ils vont s'adapter. Nous sommes tous appelés à nous adapter à cette pandémie qui est venue et nous sommes obligés de faire avec. Le reportage a montré que tout est fin prêt dans les centres en N'Djamena. Maintenant, dans les provinces, est-ce que le convoyage des épreuves a été fait à temps? Oui, nous avons envoyé déjà depuis lundi, le lundi passé, une semaine avant l'organisation du bac, on a mis déjà certains présidents de centres en route, par exemple ceux de Faya, ceux de Bardaï, en tout cas des régions vraiment difficiles d'accès. Nous avons précipité pour envoyer ces présidents de centres à temps, pour qu'ils arrivent à temps et organisent les choses là-bas sur place. Bon, en tout cas, tout est fin prêt. Bon, comme vous le dites, certains présidents vont multiplier les sujets là-bas sur place. Ils ont reçu la version numérique des sujets. Justement, cette manière de faire, d'envoyer les sujets ou de convoyer les sujets, est-ce que ça ne prête pas à la fraude? Oui, ces sujets qu'on a envoyés, ce sont des sujets codés. En tout cas, tous ces sujets ont double code, ce qui veut dire que c'est difficile. Si on n'a pas le code, nous ne pouvons pas ouvrir ce sujet. Et ces codes seront donnés aux présidents des centres qu'à 1 heure du déroulement du bac. Ils auront ce code, ils vont décoder ces épreuves, multiplier ces épreuves et prendre directement pour aller dans le centre d'examen. Est-ce que cette manière, professeur, ne montre pas qu'on est vraiment en retard d'1 siècle par rapport à la conservation des données? Non, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes vraiment à l'ère numérique. Nous sommes en train d'évoluer vraiment dans ce sens. On veut, avec le temps, dématérialiser dans tout ce qui est papier, juste pour éviter des éventuelles fraudes qui peuvent surgir, comme nous avons vécu l'année dernière. On ne le souhaite pas que ça arrive cette année. Maintenant, si jamais ça arrivait, donc, est-ce que vous avez pris les dispositions? Dans la confection des épreuves, nous prenons notre temps pour confectionner des sujets de réserve. Bon, ces sujets de réserve, dans le cas où nous apprenons qu'il y a quelque chose, automatiquement nous changeons ces épreuves. Et heureusement, comme je l'ai dit, la nouvelle technologie nous aide pour envoyer ces sujets à temps, afin que les présidents de centre reçoivent ces sujets, les impriment et l'utilisent. Donc, je crois que nous avons pris des dispositions nécessaires dans le cas où des cas de fraude surviennent. Nous pouvons réagir à temps pour pouvoir parer à cette situation. Après une année comme celle-là, professeur, est-ce que les sujets retenus sont à la portée de l'élève moyen? Je voudrais ici vous dire que les sujets qu'on a retenus, qu'on a confectionnés, nous avons confectionné ces sujets à base des sujets envoyés par les professeurs de classe de terminale. Donc je crois qu'ils ont pris en compte les difficultés, les retards, la crise sanitaire. Je crois qu'ils ont pris tout ça en compte avant de confectionner ces sujets, de l'envoyer à l'ONEX. Et c'est à base de ces sujets que nous avons essayé de confectionner les sujets. Je crois que nous sommes restés dans le programme, dans ce qu'ils ont il faut reconnaître, professeur, que dans certaines provinces du pays, les élèves n'ont pas fait la moitié du programme. Bon, c'est difficile. Ça, c'est un paramètre difficile vraiment à pouvoir juger pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour composer un sujet dans lequel tous les candidats peuvent se retrouver. Moi, je trouve que c'est un examen. Donc, un examen, il faut garder vraiment le niveau d'examen en composant des sujets vraiment pour que ceux qui méritent réussissent.
Donc, si on tient compte de tous ces paramètres, je crois que ça pourra mieux refléter la réalité du bac tchadien pour ne pas vraiment baisser les niveaux. Donc, il n'y aura pas de sentimentalisme à la correction des épreuves? Non, pas du tout. Je crois que avec le système de vérification des corrections, je crois que un élève qui mérite une note, vraiment la mérite réellement, parce que nous avons un correcteur qui corrige et après la correction, il y a un autre enseignant qui est chargé de vérifier est-ce que la note attribuée au candidat correspond réellement au contenu de son travail. Donc, nous avons mis ce dispositif pour ne pas que des notes qu'on attribue aux candidats soient préjudiciables à ces candidats. Professeur, le bac est là, le coronavirus également. Quelles sont les mesures que le jury a prises pour que les élèves ne soient pas vraiment, qu'on évite la propagation du coronavirus pendant cet événement? Bon, je viens de le dire, la première mesure que nous avons prise, c'est d'augmenter le nombre de centres. En augmentant le nombre de centres, on réduit le nombre de candidats par classe. Voilà. Les années passées, nous mettons 50 candidats par classe et nous avons fait notre mieux pour revenir à 25. Ou au plus, si c'est une grande salle, nous pouvons faire tout pour respecter la distance physique nécessaire entre les candidats. C'est ce que nous avons vraiment cherché à mettre en application. Et de deux, nous avons jugé utile également de ne pas faire venir tous les candidats à la fois. Voilà, donc nous avons, l'objectif c'est de faire venir 50% les candidats un jour et 50% l'autre jour. Est-ce qu'ils peuvent venir avec leur masque? En tout cas, dans les instructions, nous avons insisté sur le fait que tant que le candidat n'a pas de masque, il ne doit même pas avoir accès au centre d'examen. Voilà, donc le port de masque est obligatoire pour avoir accès même dans la cour de l'examen. Et nous allons veiller à ce que cela soit effectif pour ne pas permettre ou bien pour ne pas encourager la propagation du coronavirus. Il me semble qu'il n'y aura pas les épreuves sportives cette année. Oui, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Le mois d'août, c'est le mois où il pleut beaucoup. Et si nous essayons de voir les terrains de sport que nous utilisons pour les épreuves physiques, c'est inondé. C'est inondé, même si on peut avoir quelques terrains qu'on peut l'utiliser. Je crois que l'équité dans le traitement des candidats nous amène tout simplement à annuler tout ce qui est épreuve physique pour mettre tous les candidats au même niveau. Plus que quelques heures pour le bac de 2020. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ces candidats? Je voudrais tout simplement dire à ces candidats de compter sur ce qu'ils ont appris durant toute l'année. Les épreuves que nous avons composées n'est pas sorti en dehors de leur programme. Un candidat qui a bien étudié ses cours, il peut être à la hauteur de tous les sujets qui ont été proposés. Et nous invitons également les candidats de ne pas fier aux rumeurs, de se concentrer réellement sur ce qu'ils vont faire. Et nous pensons que ce bac sera à leur hauteur et qu'ils réussiront à ce bac. Le bac de cette année aura la même valeur que celui des années précédentes. Exactement. Vous allez voir que les sujets, on n'a pas fait varier les sujets à cause du coronavirus, mais nous avons gardé vraiment le niveau du bac comme les bacs passés. Je rappelle que vous êtes le président du jury du baccalauréat session d'août 2020, professeur. Bonne chance surtout. Merci. Et on souhaite vous retrouver à la fin de l'examen. Merci, M. Adou. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Message de la coordination nationale des ripostes sanitaires au Covid-19 à l'attention des candidats au baccalauréat. La coordination nationale de riposte sanitaire au Covid-19 constate avec regret le relâchement général de la population dans l'application des mesures barrières alors que la maladie continue de sévir. Cette baisse de vigilance peut être lourde de conséquences pour notre pays et nos familles. À la veille de la composition de l'examen du baccalauréat session d'août 2020,
La coordination nationale de riposte sanitaire au Covid-19 fait appel au sens de responsabilité des élèves, enseignants, responsables administratifs, personnels d'appui et des parents. Plus que tout, la réussite de cet important événement dépend aussi de l'effort de chacun à l'observance stricte des mesures barrières. La coordination nationale des ripostes sanitaires au Covid-19 appelle chacun à se sentir concerné par la santé de tous en appliquant ces gestes patriotiques. Ensemble, engageons-nous pour un baccalauréat sans contamination au Covid-19. Le coordonnateur national de riposte sanitaire au Covid-19, le professeur Choua Ouchemi. Et puis ce communiqué numéro 122 de la coordination nationale des ripostes sanitaires, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 16 août 2020 se présente comme suit. Sur 308 échantillons analysés, 4 cas confirmés au Logone occidental, 1 guéri, portant le total à 865, 0 décès, total de décès 76. 15 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 956, dont 234 femmes réparties dans 15 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 13, le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Le Tchad reste toujours mobilisé sur le plan sanitaire contre le coronavirus. La coordination des alertes 1313 forme les agents du centre d'appel, une formation axée sur les aspects médicaux, communicationnels et techniques. L'enjeu est d'accroître leur performance. On en sait davantage avec Omar Idriss. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires renforcent la capacité du personnel du centre d'appel 1313 et des médecins internes. Cette formation technique, qui a duré 6 jours, est axée sur les aspects médicaux, communicationnels et techniques. L'objectif recherché à travers cette formation est la mise en place d'un centre d'appel fiable et de qualité répondant aux normes internationales afin de lutter avec efficacité contre la Covid-19. Tous les participants étaient très contents et surtout l'aspect psycho-communicationnel et la réinsertion sociale des malades guéris de Covid. Ils étaient très contents sur cet aspect et les formateurs étaient aussi à la hauteur. Ils se disent satisfaits de cette formation. J'ai appris beaucoup de choses concernant Covid-19, la définition de la maladie, les agents pathogènes et comment lutter contre la maladie. Selon le représentant résident adjoint du PNUD au Tchad, Stéphane Kingloch Picha, cette formation technique permettra au personnel du centre d'appel 1313 d'informer, sensibiliser les communautés et recenser les alertes du coronavirus en toute confiance. En bref et en image, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les membres de l'association des jeunes pour l'autosuffisance alimentaire remettent des masques de protection et des cartons de savon aux maraîchers de la commune du 3e arrondissement, une manière de contribuer à stopper la propagation de la pandémie du coronavirus. À cette occasion, le président de l'association a invité la population à rester mobilisée contre la pandémie du coronavirus. La colonie tchadienne de Douala au Cameroun a célébré dans la joie le 11 août dernier le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays et l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. C'est à l'initiative du consul du Tchad à Douala, Abdesalam Ali Seyd. Le point avec Kalianga Foudna. La tchadienne et l'hymne national du Cameroun ont retenti sous les ovations des invités, au rang desquels des personnalités conviées par le consul général du Tchad à Douala, Abdesalam Ali Seyd. Ces illustres invités ont eu le privilège d'assister à des grands événements majeurs. Il s'agit de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays et la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal du Tchad du chef de l'État par les élus du peuple. Pour le consul général du Tchad à Douala, les deux événements couplés sont d'une importance capitale pour le pays. S'agissant de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, Abdesalam Ali Seyd précise que malgré les périodes de troubles qui ont retardé
favoriser le développement socio-économique du pays, le Tchad, sous le règne du maréchal Idriss Déby Itno, a enregistré des progrès considérables. Il rappelle que sous l'impulsion du premier magistrat du Tchad, le pays a occupé sa place dans le concert des nations. En ce qui concerne l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal du Tchad par l'Assemblée nationale, le diplomate tchadien a eu les mots justes. Donc voilà, c'est le Tchad en miniature. Ce Tchad en miniature a décidé aujourd'hui, le 11 août, d'élever le président de la République du Tchad au grade de maréchal du Tchad. Donc c'est vous qui l'élevez aujourd'hui. La représentation nationale, dans une résolution, vous a élevé à cette distinction du maréchal du Tchad. Mais nous ici aussi, nous vous élevons 1000 fois, parce que vous le méritez, 1000 fois, Monsieur le Président, parce que vous le méritez, et puis c'est fini, c'est pas aujourd'hui. Abdesalam Ali Seïd a profité de ces retrouvailles pour exhorter ses compatriotes vivant à Douala au respect strict des lois et textes de leur pays d'accueil. Ils sont tenus d'être exemplaires pour renforcer les liens de coopération existants entre le Tchad et le Cameroun, conclut le diplomate tchadien. Revenons à N'Djamena pour dire que les élus consulaires réunis au sein de la plateforme Convergence économique ont rencontré hier les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. C'est pour dialoguer avec ces jeunes afin de les impliquer dans le processus de la relance de l'économie tchadienne. Damgue Joël Litné, reportage. Deux générations des entrepreneurs mutualisent leurs efforts pour impulser une dynamique au secteur privé tchadien qui éprouve d'énormes difficultés. D'un côté, les jeunes porteurs de projets innovants et de l'autre, leurs collègues hommes d'affaires, élus consulaires, réunis au sein de la plateforme Convergence économique. Aujourd'hui, l'actualité met en avant tout ce qui est entrepreneuriat de la jeunesse. Il y a beaucoup d'argent qui est mis en place pour soutenir les projets des jeunes. Mais malheureusement, les jeunes ne sont pas encore totalement intégrés dans nos systèmes. Quelle est la possibilité pour que nous puissions intégrer les jeunes dans les plus brefs délais dans nos organes? C'est un débat houleux sur les conflits de génération qui a prévalu à cette rencontre inédite. Les jeunes, forts de la maîtrise de l'outil Internet, se plaignent de la méfiance des aînés à leur égard. Chose qui justifie selon eux les difficultés à accéder au financement pour matérialiser leurs projets. Ils plaident par la même occasion pour un coaching des aînés. Les aînés, quant à eux, reconnaissent les potentialités de la nouvelle génération. Tout en partageant les expériences personnelles avec leurs cadets, ils les encouragent à ne pas céder au découragement et à toujours frapper à leur porte. Les élus consulaires se félicitent aussi de la volonté du gouvernement à propulser l'entrepreneuriat en milieu jeune par la création des fonds spéciaux. En définitive, les deux générations d'entrepreneurs s'engagent aux côtés du gouvernement pour relever le défi de l'industrialisation de l'économie tchadienne. Et puis vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, que circuler en N'Djamena devient de plus en plus difficile ces derniers temps. Les usagers de la route pointent du doigt les interminables bouchons et aussi l'incivisme de certaines personnes. Notre reporter Lamana Mahamad a fait un tour dans la ville pour recueillir l'avis des usagers et décliner les pistes et les solutions. Son reportage. Circuler en N'Djamena est un véritable parcours de combattants à cause de plusieurs maux. La prolifération des engins à 4 et 2 roues, l'explosion démographique, l'état de la route et l'incivisme de bon nombre d'usagers sont les principaux facteurs à ce problème de sécurité routière. En ce samedi, la circulation est à son comble à l'avenue du 10 octobre. Dans cet embouteillage, c'est le sauve qui peut. Automobilistes et cyclistes violent allègrement le code de la route. Les taximans, eux, imputent une partie de cette responsabilité à la brigade en charge de la circulation routière. Toi, tu es motard, tu es sur ta moto, tu es en train de rouler tranquillement. Toi, tu dis que tu connais le droit de la circulation routière. Quelqu'un vient dans un sens interdit, il vient te déverser la route. Et s'il te déverse la route, cela provoque un accident. Et je demande aussi à la police qu'ils prennent leurs travaux en main. Au rond-point Chagua et de Dimbe, l'on assiste à la même scène. Les règles élémentaires de conduite sont systématiquement foulées aux pieds ou ignorées. Les autres facteurs, et non de moindre, c'est l'attitude de conducteurs de minibus et taxis qui stationnent anarchiquement. Les mototaxis ne sont pas du reste. Chacun brille par son incivisme. Une fois arrivé au rond-point, il y a des plaques de signalisation, des fois qui limitent la vitesse.
Et les gens ne respectent pas ça. Au lieu de... Des fois, il y a la plaque qui dit qu'il faut rouler à 50 km/h. Et quand les gens arrivent au rond-point, des fois, c'est de là qu'ils accélèrent encore. Tous nos accidents de la circulation, beaucoup plus est causé sur le non-respect du code de la route. Toujours au marché d'Embé, des commerçants contribuent à ce phénomène. Ils occupent de manière anarchique les abords de la voie. C'est dire que la problématique de la circulation routière prend de proportions. Comme le recommandent certaines personnes les mieux averties, il est impératif pour les usagers de se ressaisir en respectant les règles de conduite. Aux structures et autorités compétentes de prendre aussi leurs responsabilités. Ce journal est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris grand plaisir de nous suivre. Pour nous, c'était un bonheur de vous le présenter. Prenons donc rendez-vous demain. Entre-temps, restez sur Télé Tchad.